Bonjour. Alors, pour cette cinquième, je crois, séance, je passe là sur Pinterest, sur le Pinterest d'une certaine Hélène Delaunay, qui a réuni les nus féminins allongés en peinture. Donc, vous avez ici une collection remarquable de femmes nues de toutes les époques. C'est quelque chose d'un peu affolant. Alors, vous avez un ingre hein, là, ici. Je ne sais pas s'il va accepter de l'ouvrir, sachant que je ne suis pas tout à fait inscrite. Ah bah oui, voilà, encore une femme nue en peinture. Enfin, c'est vraiment l'obsession totale. Et mode femme, style créatif, hein. Vous voyez à quel point on est, quelle que soit l'époque, dans l'obsession de la nudité féminine. Alors, mon but n'est pas forcément de vous montrer ça, parce que j'aurais plutôt voulu vous montrer, des tableaux d'avant, la fin du 19e siècle. Ah zut, voilà un accès illimité et la collection en question représente surtout des femmes, plus récentes. Mais néanmoins, voici par exemple, on va mettre en écran partagé, voilà, la Vénus d'Urbino, afin de vous laisser, quelque chose à voir, pendant que je parle, et je vais donc vous parler ensuite, du colorisme, de la croix et de l'opposition structurelle entre la chair et la draperie. Bien, alors, j'ai remis l'écran de base pour pouvoir accéder à mon propre cours. Alors, comme je vous disais la dernière fois, le colorisme n'est pas la couleur, mais c'est ce qu'on appellerait plutôt la valeur. Alors, qu'est-ce que c'est la valeur? C'est pas la valeur au sens valeurs actuelles, hein, c'est pas vos valeurs, par opposition à celles du voisin, c'est pas ça. Le mot valeur désigne, la façon dont on voit quand on cligne les yeux. C'est-à-dire si, par exemple, vous regardez un paysage hivernal et que vous clignez les yeux. Là, ça tombe bien, des paysages hivernaux, vous en avez partout où vous êtes. Si c'est un paysage urbain, c'est en général encore plus frappant. Vous clignez les yeux et vous avez l'impression que tout, il y a rien qui sort, il y a rien qui dépasse, tout est certes pas de la même couleur, hein, on a des couleurs diverses, des verts, des gris, ce qu'on veut, mais en même temps, la valeur, on a, tout, il y a rien qui dépasse en matière d'intensité. Voilà, donc la valeur, c'est le rapport d'intensité. Si par exemple, au contraire, vous regardez, un paysage d'été, vous allez voir combien l'intensité de certaines couleurs est violente. Par exemple, mettons, vous avez une plage avec un parapluie rouge, un parasol, pardon, et vous verrez le parasol, extrêmement lumineux, il se détachera par rapport, à la couleur du sable qui est beaucoup plus grisâtre, ou jaunâtre. Donc le problème du colorisme, c'est absolument pas la couleur, mais c'est la valeur, c'est-à-dire, le clair-obscur. L'opposition entre des éléments, qui ressortent au point de vue intensité dans la lumière et d'autres éléments qui, au contraire, s'enfoncent dans le sombre. Et c'est vrai que l'emploi contemporain du mot couleur a fait complètement oublier cette part essentielle, du clair-obscur, qui est l'élément essentiel dans la doctrine, des coloristes anciens. Alors cette évolution du vocabulaire, et ça a donné naissance aux peintres, qu'on pourrait qualifier de purs chromatiques, hein, et pour qui le dégradé du clair-obscur n'a plus aucun sens, hein. Je vous ai parlé de Sonia Delaunay, effectivement, c'est un exemple remarquable du chromatisme par opposition au colorisme. Mais en revanche, pour les peintres qui pratiquent la peinture à l'huile entre le 15e, fin 15e, enfin, disons fin 15e et débordement sur le 19e siècle, il est toujours question d'harmoniser le ton, c'est-à-dire la tonalité, la couleur, et la valeur, c'est-à-dire l'intensité d'ombre et de lumière qui caractérise la peinture de cette époque. Donc l'enjeu d'un beau tableau dans le camp coloriste, c'est l'union de la beauté des couleurs qui peuvent ne pas être violentes du tout, hein, comme on a vu dans l'exemple de Rubens où on était dans une sorte de dégradé presque de camailleux entre un rouge de Mars et un terre de Sienne. Enfin, on avait vraiment des couleurs, disons assez proches. Enfin, il n'y a pas de grande rupture de ton, si on veut.
Donc on a, cette, dimension de couleur, mais qui est peut-être beaucoup moins importante que le dégradé des ombres et des clairs. Et justement, la prouesse des coloristes, ça va être d'entamer la couleur pure avec de l'ombre ou de la lumière. Ça va être de modeler son éclat tout en gardant un élément de couleur. Donc finalement, qu'est-ce qu'ils font les coloristes? Ils donnent une impression de couleur tout en jouant sur la gamme du clair-obscur. Donc pour reparler un peu de Lacroix avant d'aborder de façon un peu synthétique des peintres de la chair contre ceux du drapé, je vais souligner le fait qu'on dit toujours que Delacroix est un peintre de la couleur, et ça veut dire qu'il est surtout pas un peintre des couleurs, puisque, comme on l'a vu précédemment, ce sont les dessinateurs qui colorient. C'est-à-dire, pour les dessinateurs, l'important, c'est la ligne, c'est le contour, ils ne dédaignent pas remplir ça de belles couleurs, mais pour Delacroix, qui est coloriste, paradoxalement, la couleur n'est pas essentielle. Et ce qui compte, c'est ce qu'il appelle la demi-teinte. Alors, c'est pas terrible d'appeler ça demi-teinte parce qu'il s'agit de luminosité, en fait. La demi-teinte, c'est pas la teinte, c'est le surgissement d'une masse colorée qui est justement neutre, hein, du point de vue de la teinte, mais qui joue avec d'autres masses colorées par rapport à la luminosité ou la saturation. Et finalement, c'est assez curieux de voir que cet équilibratone est le point de départ des plus vibrants, chromatismes qu'on connaisse, qui sont tous modelés dans ce qu'on appelle donc la demi-teinte. Et le peintre coloriste, du coup, n'est absolument pas un enlumineur, hein. Son parti de la demi-teinte, son parti pris, c'est vraiment celui de la chair du tableau, en quelque sorte, contre l'épure graphique d'une ligne, fut-elle réputée ligne de beauté, ligne du beau idéal, comme on a commencé à en parler précisément. Alors ça, si vous faites de la peinture, si vous pratiquez un peu, vous avez dû remarquer à quel point il est bon de rajouter des gris et des marrons qui, a priori, sont pas terribles, mais que si jamais on met que du rouge, vert, jaune, bleu, comme un gamin de 7 ans, on obtient, vraiment, bon, la fête à la couleur, certes, mais c'est pas forcément très convaincant. Et ça, c'est frappant de voir que les plus belles couleurs sont obtenues par des tons sales, comme on dit. Alors ça, c'est intéressant de voir comment, il y a eu à un moment une étrange moralisation de la couleur, autour de l'idée des couleurs pures, et donc par définition, les autres couleurs étaient impures. Alors en fait, il s'agit de ce qu'on appelle les tons rompus, c'est-à-dire, des tons, mélangés à qui sont un peu plus noirs, un peu plus sombres, et cetera. Par exemple, vous mélangez du vert et du rouge, ça donne une espèce de gris sombre. Vous mélangez un peu une pointe de noir, un peu de bleu, un peu de rouge, un peu de marron, un peu de jaune. Bon, vous voyez comment, l'idéologie s'en est mêlée en inventant des couleurs pures, et alors qu'il y a aucune couleur n'est pure et aucune couleur est impure, c'est vraiment n'importe quoi, hein, quand on y songe. Mais ça témoigne bien du fait que la couleur est chargée d'idéologie, et c'est pour ça que je l'ai pris comme fil directeur pour la 1re partie de ce cours. Parce que la couleur, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas neutre, du tout. Évidemment non, hein, on pourrait en parler longuement, hein, des effets des couleurs, l'effet calmant de certaines couleurs, l'effet excitant d'autres couleurs. On pourrait parler de la symbolique des couleurs qui a tellement évolué. Pensez qu'au début, le vert, ça signifiait le hasard diabolique, le fait qu'on pouvait tout perdre ou tout gagner. Pensez aux tapis verts, des casinos, aux terrains de foot, hein, aussi, qui sont en herbe verte, parce que tout peut changer, le sort, peut basculer, le billard aussi, enfin tous ces trucs. Pourquoi c'est vert? Parce que le vert, c'était la couleur de l'incertitude et du bascule, du oui ou non, du gagné ou perdu, d'un coup, enfin, vous voyez? Et maintenant, ça a complètement changé. Maintenant, le vert est devenu la couleur de la nature, ce qu'il n'a jamais été avant. Avant, la couleur de la nature, c'est le brun. Les gens ne voyaient pas de vert, ils voyaient du brun, ils voyaient la terre. Vous voyez comment c'est infusé par l'idéologie, hein, la couleur. Et maintenant, le vert, c'est la couleur de la propreté et de l'hygiène, hein, alors que ce soit
les poubelles, que ce soit, je ne sais pas, les costumes des gens qui nettoient les rues, qu'encore, les pharmacies, l'écologie maintenant, le vert comme, nettoyage de la planète, si j'ose dire. Donc ça a complètement changé de sens. Alors, on ne peut pas dire que telle couleur a tel symbolisme éternellement, et cetera. On peut simplement dire que la couleur est, dans nos civilisations européennes, quelque chose de très, très lourdement marqué idéologiquement. Et comme on s'intéresse ici à la façon dont se construit l'histoire de l'art canonique européenne, sexiste, raciste et ethnocentrique, c'est toujours intéressant de voir, que la couleur est toujours, quoi qu'il arrive, chargée d'une très forte, idéologie. Et c'est frappant pour notre propos. Alors là, je vais, continuer là-dessus en vous parlant du conflit symbolique entre coloristes et dessinateurs qui revient à un conflit de la chair contre le drapé. Alors, si vous regardez dans n'importe quel dictionnaire des beaux-arts, y compris, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert qui est aussi une, si on veut, un dictionnaire des beaux-arts par de nombreux aspects. Enfin, disons qu'un dictionnaire des beaux-arts est en quelque sorte inclus à l'intérieur de l'encyclopédie, mais vous en avez plein, hein, des dictionnaires des beaux-arts, il en existe plein, à toutes les époques. Vous allez voir qu'il y a toujours un article chair et un article drapé ou draperie, hein. Mais pourquoi chair et drapé? Heu, Parce que ce sont les 2 parties, dont est composée ce qu'on appelle la figure. Alors c'est quoi la figure? C'est un personnage humain, mâle ou femelle, peint en pleine action et un humain, hein, c'est surtout pas un animal, un robot, enfin c'est pas ça, c'est un humain et ce personnage est peint en action et l'œil des artistes, se représente ça comme la réunion de morceaux nus et de morceaux vêtus. Alors pourquoi des morceaux nus et des morceaux vêtus? Pourquoi cette, vous voyez, quand on voit une figure humaine, on ne pense pas immédiatement, je ne sais pas si vous voyez un bonhomme en short en train de prendre un verre dans le café d'une station balnéaire, vous n'allez pas vous dire: «Oh, il y a un décor, c'est le bar, il y a les jambes nues et les bras nus du monsieur, c'est la chair et il y a son costume» et tout ça, c'est plusieurs parties et la figure est composée de plusieurs parties. Vous n'allez pas penser ça, vous n'allez pas imaginer que le bonhomme est composé de morceaux nus et de morceaux vêtus. Alors pourquoi cette obsession à l'époque? Parce qu'en fait, eh ben, bien sûr, à cause de la mythologie, à cause des représentations traditionnelles de personnages vêtus de draperies, vêtus de toges, vêtus de machins gréco-romains. Heu, on en a eu un exemple à travers, la façon dont sont représentés les costumes, hein. On a vu à travers Poussin, le tableau de Poussin qu'on a vu dans l'épisode précédent, les personnages sont moitié nus, moitié composés d'espèces de drapés, et bon, ça c'est assez frappant d'imaginer, vous voyez à quel point les choses ont changé. Plus jamais on penserait se représenter quelqu'un, une figure. D'abord, on n'appellerait pas ça une figure, on appellerait ça un personnage, je ne sais pas, un humain, quelque chose comme ça. Et représenter ce personnage comme un ensemble de chair et de drapés. Et alors, c'est pour ça qu'il y a toute cette querelle de la peinture depuis le XVIe siècle sur la chair et le drapé. Alors, prenons par alors Delacroix a écrit un dictionnaire, hein, lui-même, un dictionnaire des beaux-arts et à l'article chair, il est complètement prolixe, alors qu'à l'article draperie, qu'il met au pluriel, il met juste une entrée sèche de dictionnaire. Il aurait voulu peut-être, développer davantage, hein, mais il écrit draperie et puis il réserve à plus tard, le le projet de développer en quelque sorte ce que c'est que ça. Un peu comme quand vous faites un plan, hein, vous écrivez, un titre et puis après vous avez rien à mettre dessous. Bon, bah, c'est un peu ce qui lui arrive. Il met pas un mot d'explication, il y a pas un commentaire, sous ce terme et parce que ça l'intéresse pas, parce qu'il est coloriste. Alors, être coloriste et je vais prendre l'exemple d'un traité de Lodovico Dolce, hein, dont j'ai parlé, au XVIe siècle, qui est un traité de peinture intitulé L'Arétin. C'est-à-dire le traité s'appelle traité de peinture intitulé L'Arétin, donc je vais l'appeler L'Arétin puisqu'il est intitulé comme ça. Enfin, peu importe, c'est le traité de Lodovico Dolce sur la peinture. Lui, Dolce, c'est un coloriste. Il aime les chairs, il aime la matière picturale, il aime la couleur et ce qu'on appelle à l'époque la tendresse.
des couleurs. Alors, c'est la morbidezza, ça veut dire la douceur, la tendresse, mais il y a aussi une dimension technique dans le mot morbidezza, c'est la dimension des contours non secs, du trait non marqué. C'est ça qui ça veut dire. C'est-à-dire on peint avec douceur, avec tendresse, mais surtout sans marquer les contours de façon excessive. Et c'est ça aussi qui est, disons, un des points archimédiens de notre histoire, puisqu'à l'aube du 19e siècle, nous avons ce Winckelmann, hein, qui est encore 18e et un petit peu 19e, que je vous avais mis dans le premier tableau, un théoricien, qui est lui est un théoricien côté dessin, côté dessinateur, et il fait partie d'une longue lignée où vous avez Vinci, Léonard de Vinci, vous avez Alberti aussi. C'est des noms que, bon, Vinci, ça vous dit bien évidemment quelque chose, Alberti, peut-être moins, mais peu m'importe, c'est des noms qui m'intéressent parce qu'ils ils ont surtout parlé des drapés, c'est-à-dire de la statuaire dans la peinture. Le fait que la peinture reflète la statuaire, reflète des attitudes nobles et statufiées, des attitudes héroïques comme la statuaire. Le dessin, ça reflète l'idée du dessin, de l'antique, de la tradition. Donc, toute cette série de gens, Alberti, Vinci, Winckelmann, c'est la série des théoriciens de la, de- comment dire, du dessin, quoi, des théoriciens dessinateurs. On est dans le drapé qui va avec la statuaire, le dessin, l'antique, la tradition, mais qui va aussi avec une certaine forme d'héroïsme masculin. Alors, en fait, côté théoricien vénitien de la couleur et amateur du Titien, donc le fameux Lodovico Dolce en question, ça s'oppose à la peinture chose mentale de Léonard de Vinci. Et on est du côté d'un goût du modelé, des rayons et des ombres, du rendu des chairs. Et c'est une façon de refuser le primat de la vision abstraite de la composition qui triomphe chez les adversaires. Vous voyez, si jamais le colorisme n'est pas la couleur, comme je vous ai montré, mais c'est le jeu de la lumière. Et le dessin, c'est pas le dessin, c'est le trait bien arrêté, après éventuellement rempli de couleurs. Et c'est aussi l'idée de faire une belle composition, bien composer euh, le dessin. Donc, on pourrait dire pour conclure que toute l'histoire de la peinture ancienne, c'est-à-dire de la peinture jusqu'à Delacroix inclus, je me réfère toujours à mon référent européen Mal Blanc-Mort, puisque ça constitue l'architecture même de la représentation de l'histoire de l'art. C'est un combat, dis-je, entre les chairs et le drapé. Donc, d'un côté, on a des peintures à l'huile où on compose des sujets frappants, mais peut-être pas forcément très érudits, en tout cas pas du tout héroïques. Et ça va avec un certain goût des femmes aux chairs tendres. Bon, ça, on est du côté des coloristes. Et la peinture est belle et sensuelle, avec parfois, il faut une dimension de sexualité associée à la présence des femmes. Tout ça, ça joue, hein, ça joue à différents niveaux. Alors, l'autre camp, c'est le camp sévère et masculin, et c'est le camp du beau idéal, le goût néoclassique, Winckelmann, les dessinateurs qui accordent à la composition en peinture un rôle déterminant, ils sont érudits, intellectuels, ils veulent qu'on respecte scrupuleusement la lettre des textes dans lesquels ont été puisés le sujet. Ils mettent en valeur les corps masculins par des drapés et subordonnent le coloris à la ligne. Leur modèle est en quelque sorte la sculpture. Donc voilà à peu près tout ce que je peux vous dire sur cette opposition euh, de la couleur et du dessin, mais vous voyez déjà comment s'inscrit un rapport au texte extrêmement important, que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais que clairement du côté des dessinateurs, on a un respect du texte, hein. Vous avez vraiment des peintures de Poussin, par exemple, qui s'intitule Dieu envoie la manne. Enfin, c'est pas tout à fait ça le titre, mais ça fait référence à un passage très précis de la Bible où Dieu envoie la manne pour sauver pour sauver les gens. Enfin, comment dire, il y a des, c'est toujours d'une précision extrême les titres.
Bon, évidemment, quand on en cherchait, on n'en a toujours aucun qui revient à l'esprit de façon précise, mais on a des épisodes, on pourrait les identifier dans la Bible ou dans l'Iliade ou dans l'Odyssée ou dans d'autres, heu, textes, divers, mais quasiment à la ligne près, quoi. Alors que du côté des coloristes, c'est beaucoup plus flou, il y a une dimension beaucoup plus, comment dire? De une dimension de boudoir, une dimension de féminine, une dimension de chair. On n'est pas dans l'héroïsme de la représentation de tel ou tel épisode biblique ou mythologique. On ne peut pas toujours repérer exactement la dimension mythologique de la peinture, encore que Delacroix ait fait des peintures qui portent des titres mythologiques hyper précis, hein. Tout ça s'interpénètre quand même un peu, hein. Il ne faut pas croire que l'opposition soit d'une telle raideur, mais malgré tout, il est clair que dans ce rapport entre texte et image qui est si important à l'époque de la poétique du XVIe au XIXe environ, on a une opposition très forte entre coloristes et dessinateurs. Les dessinateurs étant supérieurs parce qu'ils s'intéressent à ce qui est mâle, à ce qui est héroïque, à des corps héroïques drapés, en train de faire des actions héroïques repérables, suivant un texte très précis, alors qu'un coloriste comme Delacroix peint encore, pour prendre un exemple, Femme d'Alger dans son appartement. Alors, j'aimerais que vous me cherchiez, le tableau, ça c'est la question du jour, hein, qui est tout à la fin, le tableau, de Delacroix intitulé Femme d'Alger, dans son appartement et que vous recherchiez, un texte d'Assia Djebar qui s'appelle Les femmes d'Alger et que vous réfléchissiez au rapport entre les 2. Là encore en 3 à 5 lignes. Donc ça veut dire vous cherchez sur internet les deux références et vous essayez de voir ce que signifie, comment Assia Djebar a repris cette thématique des femmes d'Alger et ce qu'elle en a fait. Tout cela de façon très brève, bien évidemment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si j'arrive à retrouver mon appareil pour éteindre. Voilà, j'arrête l'enregistrement. À bientôt.